J'en ai marre de ce bruit infernal de... Lui, le pauvre, ah, il doit en avoir marre. Le pauvre, ça doit être horrible parce que même avec le casque, tu dois entendre ça doit être insupportable, mec. Même moi, rien que de passer, ça me saoule. Alors lui, mec, toute la journée, ça doit être horrible. Bonjour, chers amis, chers entrepreneurs, chers... Oh, oh! Chut, Charlotte, arrête! Bon, bah, faut qu'on aille les voir parce que sinon elles vont me manger la vie. Ouais, bah ouais, mais le problème c'est que si tu t'approches et que tu vas pas leur faire des câlins, frère, elles t'insultent de tous les noms. Ceux-là, en chien, elles nous insultent. Hein. Faut pas croire qu'elle est là, viens me faire un câlin, je t'aime trop. C'est donne-moi à manger, viens me caresser. Elles nous insultent de tous les noms, frère, pendant qu'on n'y va pas. Tutu! Alors tu tues. Bonjour à tous, chers entrepreneurs, investisseurs. Je déteste cette intro en fait. Elle est vraiment drôle. J'adore les mecs à chaque fois qui confondent tout un pataquès comme ça. Toi aussi, si tu veux faire partie de la grande académie des futurs millionnaires dans quelques heures, bienvenue dans l'équipe. Donc bonjour à tous les amis, je suis très content de vous refaire une petite vidéo. Je vais mettre une patte comme ça. La dernière fois, effectivement, c'est vrai dans les commentaires, j'ai parfois inversé les deux chaînes YouTube. Ça m'est arrivé, autant pour moi. On vous remettra des petits extraits. J'ai l'impression qu'ils sont comme ça. Alors, faut faire des... On va mettre des batteries. Mais on en fait quoi des batteries? Je sais pas. Sur le sujet des batteries, etc. Donc dans la dernière vidéo qui vous a tant plu, hein, d'ailleurs, parce que faire 200 000 vues en un jour, je crois, c'est énorme pour une chaîne YouTube qui a 200 000 abonnés. Donc merci, parce qu'on a passé la barre des 230 000 abonnés. Merci de suivre. Et j'ai envie de vous dire, dites-vous merci à vous-même. Parce que rien que le fait que vous intéressiez à des sujets qui sont les crypto-monnaies, l'investissement, tout l'immobilier, tout l'environnement des gens qui veulent se lever le matin et qui travaillent et qui ont envie de gagner 2-3 sous dans leur vie, bah, j'ai envie de vous dire, mais félicitez-vous vous-même, parce que bah, en vous renseignant un peu de partout, c'est là qu'un jour vous allez déclencher le moment où vous allez agir, le moment où vous allez faire des choses et où vous allez être riche à ne plus savoir quoi foutre de votre oseille. Ne vous inquiétez pas, les impôts sauront toujours quoi en faire. Donc effectivement, je vais essayer d'être un peu plus sérieux dans cette vidéo, même si ça risque de partir en couille à tout moment, je peux rien garantir à ce niveau-là. J'ai confondu deux chaînes YouTube, autant pour moi, j'espère que vous m'en excuserez. On voulait revenir aujourd'hui sur un sujet qui vous a beaucoup plu. Alors c'est vrai que d'habitude je séquence ou alors je reviens un peu plus longtemps sur des sujets que j'ai abordés. Bah là dans la dernière vidéo, très souvent dans les commentaires c'est ressorti. Je vous ai dit, est-ce que ça vous dirait que je vous parle un peu plus précisément de financement, de LOA, quels sont les bons choix à faire pour s'acheter une voiture. Là, on a vu l'environnement financier des voitures. Est-ce que c'est intéressant d'acheter une voiture? Est-ce que c'est un peu un investissement? Bah, on a vu qu'il y avait la possibilité d'en faire des investissements, qu'on avait vu qu'on pouvait en faire des business même en tant que particulier, en fonction des cotes, des spéculations de certains modèles. Je vais parler de ma petite expérience. Attention, hein, moi je suis ni instituteur, très loin de là d'ailleurs. Je suis ni le bon donneur de conseils. En fait, si, je vais vous donner les conseils de ce que moi je pense, de ce qui a marché pour moi, de ce qui marche pour moi. Je vous parlerai jamais d'autre chose que des retours d'expérience ici, parce que je vais vous parler dans tous les cas des choses que j'ai vécues. Il faut savoir une chose, c'est que je prépare jamais mes vidéos. Je pars d'un sujet, mais après c'est de la full improvisation. Hein. Comme sur ma chaîne principale, j'ai jamais écrit une vidéo. Donc là, je connais pas les pourcentages précis de la LOA. Il y a toujours des petites incohérences, il y a toujours des petits trucs, parce que je vous parle encore une fois que de ma propre expérience. Et je vais pas passer 4 ans sur Google pour vous répéter à ce moment-là. Autant aller vous-même sur Google si vous voulez avoir des infos. Parce qu'en fait, il y a quand même un monde, que ce soit dans le business et dans les finances, il y a quand même un monde entre la théorie et la réalité, quoi. On est toujours en train de te dire, ouais, mais ceci, mais cela, mais à un moment donné, comment on fait? Comment on achète une action? Comment on fait pour détenir des crypto-monnaies? Comment on fait pour être sûr qu'en achetant une GT3 RS, on gagne de l'argent ou qu'on n'en perde pas? Bah, il faut savoir. Est-ce qu'il y a des années à respecter? Est-ce qu'il y a des kilométrages à respecter? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce que la voiture n'est pas blacklistée? En fait, il y a 1000 paramètres au-delà de la théorie. Sur un truc en particulier, tu vois, c'est le mec qui dit oui, il faut acheter le bon appartement pour l'acheter au bon prix et que dans 15 ans, t'aies fait une plus-value de tant de pourcents et que t'aies pas pris... Enfin bon, tu vois, il y a tout un truc. Mais oui, mais comment... Mais non, mais il faut un expert qui va te dire qu'il n'y a pas la termite dans les murs, qu'il n'y a pas de champignons dans les charpentes de cet appartement, qu'il est bien placé, que ce soit pas une zone comme je sais pas où, qui vient faire dévaluer toute la région. En fait, il y a 1 milliard de paramètres qu'il faut. Et donc en fait, le plus riche que je peux proposer, évidemment, je suis pas celui qui va pouvoir vous dire comment faire, vous dire quoi faire, vous dire c'est quoi, enfin je veux dire, je suis pas le bon Dieu. Par contre, je peux vous parler de mes retours d'expérience. Ouais, c'est le réel, quoi, c'est du vécu. Là, je vais vous parler d'LOA et de financement classique, bah je fais les deux. Et j'ai déjà fait plusieurs fois les deux. Donc je vais vous parler de ce que j'ai vraiment vécu, au-delà de ce qu'on vous propose et de ce qu'on raconte. Oh, le tracteur, frère, regarde les gros pneus. Oh là là, les pneus. Oh là là, regarde les gros pneus, frère. Oh, il y a tout qui va bien, mec. La remorque avec les 4 roues, les gros pneus énormes, même s'ils sont quand même moins gros que sur mon Monster Truck. Ils sont plus gros sur mon Monster Truck. Là, je commence à partir en couille. Je rêve un jour de m'acheter un tracteur, je crois que c'est un Fenn ou un John Deere, je sais plus, mais qui a des chenilles en triangle. Ça veut dire qu'en fait, au lieu d'avoir des roues, il a des énormes triangles et c'est des chenilles.
Ça, un jour, il y en aura un posé dans ma cour. À côté de l'Aventador, là, un gros machin énorme. J'en ai absolument pas besoin, mais j'en rêve. Un truc qui fait une immensité de chevaux pas possible, une énorme cylindrée, tout hein, avec les maps, le GPS à l'intérieur, la musique, tout, je veux tout. Mais je vais pas m'en servir, j'en ai pas besoin, mais je le veux. Comme d'avoir un bateau avec 2 V10 derrière. Je vois des mecs, des fois, ils démarrent ça. Je veux juste faire ça. Le démarrer, écouter le bruit. Après, même si je vais pas faire un tour avec, je m'en tape. Je veux ça et je veux juste le mettre dans mon lac. Et comme ça, le dimanche, j'ai ah non, faut que je fasse démarrer la mécanique, tu vois, pour faire circuler la flotte. Et voilà, je fais ça, je suis heureux. Après, je vais couper du bois, frère, et tout. Voilà. Moi, le week-end, là, je réalise mes rêves en ce moment. Le samedi matin, je me lève à 9 h. Je démarre le tractopelle. Je prends mes 3 plus belles tronçonneuses. Ma mère, elle m'a offert tout l'attirail avec toutes les protections. Si tu te mets un coup de tronçonneuse dans une patte, ça se prend dans la fibre et tout. Elle m'a acheté le truc qui va sur les pieds. Et donc je prends mon tracto, je prends mes 3 plus belles tronçonneuses et je vais couper les arbres qui sont tombés. Je débite pas des arbres vivants évidemment. Je coupe des arbres qui sont déjà au sol et je me fais du bois. Et là j'ai commandé une fendeuse, une belle fendeuse. Je vais pouvoir après fendre mon bois, me faire un tas. Je suis trop heureux de faire ça. Et j'ai envie de me faire le kiff cet été, de me couper du bois à la hache et tout, tu vois. Et je suis trop heureux quoi. Je vais dans la forêt, je vois un arbre par terre, je le fous de travers avec le tracto. Je sors une tronçonneuse, mec, qui a plus de chevaux que ta voiture. Et je coupe. Et je suis trop heureux, mec. Démarrer mon tracteur, il y a du gaz, ça sent le gasoil, ça pue l'essence du 2 temps. Ah, j'adore. Je suis trop... Bon, voilà. Excusez-moi. Je suis encore parti sur des sujets qui n'ont rien à voir à cause de ce putain de tracteur. Les choses que je peux vous raconter, moi, bah, c'est des choses que je fais. Et donc là, vous étiez énormément dans les commentaires à avoir réagi en disant bah, parle-nous de la LOA, parle-nous du financement. J'ai un avis bien défini sur le sujet, donc on va pouvoir en parler. Ah, viens, Charlotte. Ah, Charlotte. Oh, le trop mignon, c'est pas possible. On dirait une bête de Star Wars. Oh, le GLA, frère, qui se fait emporter par la pelle, là. Je serais trop heureux de voir ça. Alors pour moi, les amis, il y a 2 types de financement. Il y a le financement pour les particuliers et il y a le financement pour les professionnels. Quand je dis financement, ça regroupe la LOA et le financement classique. Alors déjà, il faut faire la différence pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. LOA, c'est de la location avec option d'achat. Ça veut dire qu'en fait, tu vas faire comme un crédit. C'est-à-dire que tu vas payer des mensualités, tu vas payer tous les mois pour avoir un véhicule. Et à la fin, soit tu as un rachat possible du véhicule, soit à la fin tu le ramènes, t'arrêtes de payer. C'est de la location longue durée en fait. Au lieu de louer une voiture pour un week-end, et bah, tu vas la louer pendant 2 ans, 3 ans. C'est de la location longue durée et puis après tu as de la LOA avec une valeur de rachat possible. Et au bout de la période, en fait, tu peux avoir une VR, on appelle ça. Alors les mecs qui vendent ça, c'est petits costumes, les souliers. Tu vois, c'est pas ce type de soulier. C'est vraiment le soulier pointu, très brillant. Et quand il te parle, il fait comme ça avec ses 2 pieds. Il te parle comme ça, clac, clac. Il fait claquer ses souliers, frère. Chaque vendeur auto, surtout quand il parle d'une LOA. Quand ça commence à parler de valeur de rachat, il fait oui, alors, oui, bon, bah, comme ça, il fait ça. Oui, bon, bah, clac. Et ça claque vu que c'est des souliers en cuir avec des semelles. Il fait oui, alors, bon, bah là, la VR. Bon, bah, on vous met une VR à 15%. Et puis clac, clac, clac. Comme s'il y avait un mec derrière avec 2 cales en bois qui fait clac. Ils font tous ça. Dites-leur pas, mais regardez quand ils vous parlent, les vendeurs de voitures. Tous, ils font claquer les souliers vernis. La LOA, donc c'est une location longue durée. Ou à la fin, tu peux simplement, il y a beaucoup de gens hein, qui se soucient plus des voitures parce que maintenant, en plus de ces prestations-là, en LOA, on te propose l'entretien, on te propose les pneus, on te propose plein de choses. C'est-à-dire que tu mets juste de l'essence. S'il y a quoi que ce soit, tout est pris en charge. Et donc, tu loues ta voiture, tu payes une mensualité tous les mois. Et puis, au bout de 2-3 ans, tu ramènes la voiture. Et soit tu reprends une nouvelle et tu renouvelles le contrat avec un autre modèle, par exemple, ou la même. Soit t'arrêtes. Sauf que bon, bah, t'as payé tous les mois, mais quand t'arrêtes, t'as rien. La voiture, elle est pas à toi. Et puis après, tu as le financement. Donc là, c'est pour faire vraiment le distinguo entre la LOA et le financement classique. Le crédit ballon. Les vendeurs aussi, ils arrivent à dire ouais, on part sur un petit ballon classique. Ça me tue de rire aussi à chaque fois. On va attendre qu'il passe. Ça, c'est mon collègue. C'est mon collègue de tonneau, ça. Peu auront la ref, enfin ils l'auront plus tard. Voilà la location avec option d'achat ou pas. Le financement classique, donc là, bah, ça vous connaissez tous. C'est comme quand tu achètes une maison, bah, tu fais un financement, sauf que souvent c'est fait par l'organisme. Et soit ta banque peut te le faire, tu peux aller voir ta banque et dire bah voilà, je voudrais acheter une BMW M2 compétition, j'ai besoin de 60 000 €. Et ta banque va te dire bon bah voilà, on vous donne les 60 000 € pour l'achat d'une voiture avec tel taux d'intérêt. Et vous allez rembourser tous les mois. Au bout de 24, 36, 72 mois, vous aurez remboursé la totalité de la voiture et elle sera à vous. C'est du crédit classique. Cette solution-là, moi je la connais bien parce que quand je travaillais chez Kawasaki, bah, je vendais beaucoup de motos en LOA et en crédit classique. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était à peu près 7 motos sur 10 qu'on vendait avec une solution de financement. Sur 10 motos qu'on vendait, il y avait que 3 personnes qui venaient les payer cash, qui arrivaient et qui disaient bah, je paye en virement ou en carte bleue. C'était très souvent de l'option de financement. Et tant mieux d'ailleurs parce que ça permet aux gens de rouler avec des véhicules qui sont plus sains, des véhicules
le plus récent. Et donc c'était une bonne solution quand je travaillais en moto. Donc je sais qu'aujourd'hui c'est une énorme part de marché. Je pense que réellement, même dans l'automobile, pour moi c'est même presque pire. Dans l'auto, on doit être autour de 8. Là c'est vraiment ce que je pense. Hein. Je vous donne aucun statistique réel. Je pense qu'il y a 8 voitures sur 10 à peu près qui se vendent avec une solution de financement. Donc en fait ces solutions-là, elles existent pour le particulier, la LOA et le crédit classique, et ça existe évidemment pour les professionnels. Alors on va déjà parler des particuliers et ensuite on parlera des professionnels. Il y a plein de petites choses à savoir en fait qui sont très importantes pour quelqu'un qui veut faire de la location ou du financement classique. Quand c'est à titre personnel, moi je trouve que c'est une bonne solution le crédit, pour la simple et bonne raison que si t'as pas l'argent pour t'acheter une voiture, tu vas aller au travail en vélo. Il y a des gens qui disent ouais mais faire un financement ça coûte des intérêts. Oui mais si t'as pas le choix, tu fais un financement. Si t'as pas le choix d'acheter une maison, si t'as 200 000 € de côté et que tu peux t'acheter une maison tout de suite, ou 300 000, j'en sais rien, tant mieux. Mais si t'as pas cette disponibilité financière. Quand t'as 20 ans, t'as pas forcément 200 000 € dans ta poche. Hein. Je pense que tout le monde me rejoint sur cette idée-là. Beaucoup de gens qui sont assez jeunes et qui ont l'intelligence d'investir dans l'immobilier assez jeunes, ils ont recours à un financement. Et il y a des gens aujourd'hui qui font la même chose pour des voitures. Il y a des gens qui sont vraiment dans un délire de dire moi je veux tout payer cash. Très bien, mais il y a des stratégies aujourd'hui financières qui sont plus intéressantes de faire jouer l'argent qui n'est pas la tienne, donc celle des banques, plutôt que de sortir ton cash. Alors, tu as des gens qui vont dire oui, mais moi, je préfère avoir une voiture moins bien plutôt que d'avoir recours à un crédit. Tant mieux, c'est tout à ton honneur. Et ça, je peux le comprendre, hein, que le mec préfère rouler en 320D plutôt qu'en M3 F80. Il va avoir une voiture à 5 000 au lieu de 70 000. Je comprends tout à fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas acheter une voiture à 5 000. Il y a des gens qui ont besoin d'aller au travail et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir les voitures à 200 €, ça commence à être très rare. Et donc, il y a des gens qui vont justement, pour pouvoir s'acheter une voiture à 5 000 €, avoir recours à un crédit. Et donc ça, je le comprends tout à fait quand c'est une nécessité qui te permet d'aller au travail et qui te permet de nourrir ta famille. Pour ça, je trouve que c'est très important. À titre particulier, quand tu as vraiment un besoin de faire un crédit pour s'acheter une voiture, je trouve que c'est très bien. Après, j'espère que vous avez bien compris le distinguo entre le mec qui veut se faire le kiff de sa life. Ce que je comprendrais, celui qui a les revenus et qui se dit moi j'ai calculé qu'en 72 mois, donc 5 ans, je vais me faire mon petit crédit pour me payer la voiture de mes rêves qui est une A45 AMG à 30 000 €. Et le mec sur 5 ans, il va se faire le kiff de sa life, il va s'acheter une putain d'A45, frère, il va kiffer sa life, il va tous les jours aller au taf avec une bête de caisse. En plus, s'il va chez Shiftech, il va pas se faire voler niveau éthanol, ça commence à redescendre, je vous vois arriver dans les commentaires, il va pouvoir profiter en plus de ça d'une voiture qui consomme pas trop cher. Et donc je comprends que le gars qui se dit moi j'ai un CDI, j'ai acheté une maison. La voiture, normalement, elle vient quand même en arrière-plan, si tu veux. La voiture, elle vient après la maison, normalement. Après, moi, j'ai pas fait ces choses-là dans l'ordre. Hein. Moi, je vivais dans une caravane avec ma mère, j'avais une M3 E46, et en plus de ça, c'était l'intégralité de l'héritage de mon père. Donc, si tu veux, j'ai pas fait les choses dans l'ordre. Et ça m'a pas empêché de pas trop mal m'en sortir. Je suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire. Quand tu réfléchis de manière rationnelle, acheter la maison avant, mais t'as des gens qui vont préférer avoir une petite maison en location et voir l'achat immobilier plus tard et se dire, ça m'empêche pas pendant ces années-là de kiffer avec une A45 AMG ou bien d'autres choses. Ça, je comprends. Moi, il y a des gens qui vont dire, non, moi, je suis pas du tout financement, mais moi, je comprends, même à titre particulier. Maintenant, la LOA, à titre particulier, pour moi, c'est une erreur. Je pense qu'il vaut mieux capitaliser en se disant j'achète une voiture en financement. Elle coûte des intérêts, évidemment. Hein. Si tu l'achètes 50 000 € et que tu as les 50 000 €, tu as M4. Si tu l'achètes en financement, tu auras peut-être remboursé 60 000 € avec les assurances du crédit, les taux d'intérêt du crédit de la banque ou de l'organisme financier qui te finance la voiture. Mais si tu n'as pas les 50 000 €, il faut bien que tu la finances. Et si tu as envie de te faire plaisir et que ce plaisir coûte 10 000 €, tu peux te dire, ok, elle va me coûter 10 000 € de plus la voiture. Déjà, c'est étalé sur 5 ans, donc tu le sens pas vraiment passer. Et en plus de ça, tu te dis, en même temps, tu te fais un putain de kiff. Chacun ses idées. Donc, le financement classique, je peux comprendre. La LOA à titre particulier, faut vraiment être dans un cas de figure. J'avais une amie à l'époque, son papa faisait ça. Et là, je peux comprendre. Le daron qui a 50 balais, qui s'en branle des voitures, qui a pas envie de se faire à changer son pneu, à faire la vidange, à aller négocier, savoir si les freins sont morts ou pas. Lui, dès qu'il a un voyant qui s'allume sur le tableau de bord, il va chez le concessionnaire, il emmène la caisse et tout est pris par l'organisme de location. Dans un cas de figure comme celui-ci, je peux comprendre. Et encore, je trouve que ça serait mieux que son argent de tous les mois qui sera investi dans la LOA, pour moi, elle serait mieux investie dans une voiture à la rigueur moins chère, qui coûterait autant tous les mois, mais qui serait un financement classique où la voiture à la fin lui revient et lui appartient. Parce que la LOA, c'est pratiquement aussi cher qu'une voiture que tu prends en financement. Et à la fin, elle n'est pas à toi la voiture. En dépit d'une valeur de rachat très basse, des fois, c'est intéressant quand même la LOA, parce que si tu as un arrangement avec le concessionnaire ou qui te fait une valeur de rachat très basse, tu vas payer tous les mois et à la fin, la voiture qui coûte, je sais pas, 50 000 €, des fois, tu peux te retrouver à la payer 6 000 balles à la fin en valeur de rachat. Donc c'est très intéressant. À la fin, tu donnes un dernier loyer, tu donnes un dernier chèque de 6 000 balles. Et ta voiture de 50 000 est revenue à un prix quand même intéressant, même si la LOA reste très chère. Donc moi, à titre particulier, je déconseille la LOA, sauf dans des cas de figure. Le daron qui a 50 ans, qui a d'autres choses à foutre. Avoir une caisse pour aller d'un point A à point B et
que tout soit pris en charge s'il y a une galère, ou la petite grand-mère qui a 75 ans, qui a pas envie de s'emmerder non plus, elle va chez Renault, elle prend une Twingo, frère. Dans des cas de figure un petit peu, voilà, je peux comprendre. Je déconseille fortement parce que c'est très cher, les taux d'intérêt sont très élevés, et donc c'est quelque chose que je ferai pas. Parce que moi, à une époque, j'avais déjà fait un crédit pour une voiture, à l'époque de la Ferrari, etc. Bah d'ailleurs, il y en a plein dans les commentaires qui ont dit parle-nous des LOA et des financements, et il y en a plein dans les commentaires qui ont dit mais parle-nous de l'histoire de la Ferrari complète. Il y avait pas mal de choses, donc je vous prépare plein d'autres sujets, ne vous inquiétez pas. Maintenant, à titre professionnel, c'est bien différent. La LOA va être intéressante, pourquoi sur des véhicules par exemple comme le Sprinter, sur une entreprise, c'est un véhicule utilitaire, donc en tant que particulier, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup moins de petites lignes qu'il faut regarder, entre guillemets, que ce soit pour de la LOA ou des financements classiques. Par contre, en tant que professionnel, là, ça change tout. Il y a des histoires de CO2, il y a des histoires d'amortissement, il y a des histoires de charge, et il y a plein de complexités, en fait, qui vont rentrer en compte. Je suis désolé pour le bruit de fond, si ça s'entend. On est en plein travaux, toujours des machines qui tournent. Ne m'insultez pas de trop dans les commentaires. Là, on est devant mon bon vieux Sprinter. C'est un exemple à la parce que celui-là, je l'ai acheté cash. Mais pour une raison qui est quand même importante, c'est que c'est le dernier V6 et je voulais un V6 vu que je tire souvent, donc je tracte, et je voulais un rouge jumelé et je voulais le dernier moteur V6 qui avait des vrais chevaux et du vrai couple. Et aujourd'hui, c'est absolument plus disponible et j'ai pas du tout pu l'acheter neuf, mais j'étais obligé de l'acheter cash. Et j'ai dû me décider en quelques heures. Si tu veux, l'annonce elle est sortie, ça faisait des années, enfin non, ça faisait une bonne année que j'en cherchais un. J'ai fait feu tout de suite, je l'ai acheté. C'est encore différent parce que c'est un modèle qui est rare. Sur les entreprises, comme je vous disais à l'instant, il y a des choses qu'il va falloir voir. Déjà, est-ce que ça va être du véhicule de tourisme ou est-ce que ça va être du véhicule utilitaire? Pour les gars qui sont maçons, qui sont dans le bâtiment ou peu importe le corps de métier qui ont besoin d'un camion, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de TVS. La TVS, c'est la taxe sur les véhicules de société. Il y a une exonération pour les véhicules utilitaires. Évidemment, le maçon, dans la logique des choses, il a plus besoin d'un Sprinter pour emmener les sacs de ciment et les truelles qu'une Ferrari 458 Italia. On est tous d'accord avec ça. S'il s'achète au nom de la société une Ferrari 458 Italia, il va y avoir de la taxe sur les véhicules de société et c'est très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, au début, nous, on a fait énormément de travaux sur le Cayenne et du fait qu'il y ait beaucoup de vidéos sur le Cayenne, bah, c'était justifiable comptablement parlant d'intégrer en fait que moi, à titre personnel, je revende le Cayenne à ma société. Donc moi, si tu veux, ça me permettait de récupérer la TVA sur les travaux qui ont été faits dessus et ça me permettait que ce soit la société qui paye le montant des travaux et pas moi. Donc on a réfléchi à ça, on s'est dit bah pourquoi pas, il y avait 11 000 € de rénovation quand on l'a fait chez Bilal à Paris. Moi ça m'évitait de sortir à titre personnel cette somme de 11 000 €, sachant qu'en plus tout était filmé, il y avait toute une série de vidéos, donc c'était vraiment... Et en plus ça a été pour le délire YouTube qu'on l'a refait au départ, parce que c'était tout le monde qui m'insultait, refais-le, etc. Je m'étais dit bon bah on va passer ça sur la boîte. Une fois qu'on avait rempli le cadre légal, si tu veux, après on regarde comment c'est intéressant. Et donc vu qu'un Cayenne, c'est un véhicule de tourisme, il a donc de la TVS. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'était 1 000 € par mois. C'est là qu'on se rend compte que c'est très important de savoir ce que vous faites, de quel véhicule vous voulez, comment vous voulez le passer, comment vous voulez le financer. C'est ultra important parce que d'un seul coup tu dis bon bah vas-y on le met sur la boîte, mais si ton comptable il fait pas son devoir de conseil et qu'il t'appelle pas pour dire est-ce que tu es sûr il y en a pour 12 000 € par an de TVS, est-ce que tu es sûr qu'on passe le Cayenne? Parce que du coup, ça me coûtait le prix du Cayenne en un an. Évidemment, je ne l'ai pas passé sur la société. 1 000 € par mois juste pour des taxes de véhicules de société, enfin, c'est complètement n'importe quoi. Mais on n'est pas là pour juger ce que les politiciens font de notre pays. On est là pour vous dire comment faire. Donc, j'ai pas passé le Cayenne. Comme je disais à l'instant, un Sprinter, un Vito, un Kangoo, etc., du moment que c'est un véhicule utilitaire, il est exonéré de taxes. Donc, il y a deux choses possibles et qui sont intéressantes à savoir. Donc, déjà, c'est est-ce que vous passez sur votre société un véhicule qui a de la TVS ou pas? Deuxième chose, quel est le rejet de CO2? Donc, c'est très important parce que c'est ça qui va définir l'amortissement possible si vous le financez. Donc si vous le payez cash, bah évidemment c'est plus le titre de la vidéo, il n'y a plus rien qui rentre en compte, vous le payez cash. Si vous achetez un Sprinter, bah vous le payez cash, il est à vous, terminé, il n'y a pas de taxe. Vous payez votre carte grise et après vous mettez de l'essence et de cette d'AdBlue. Mais ça c'est un autre sujet. Maintenant si vous le payez pas cash, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Il y a la première, c'est le financement classique. Donc là, au même titre qu'un particulier, vous allez acheter un Sprinter, vous allez le financer tous les mois, vous allez payer un taux d'intérêt parce que c'est la banque ou l'organisme de financement qui vous avance cette trésorerie que vous n'avez pas envie de mettre dans le camion ou que vous n'avez pas. Et donc, vous allez payer votre traite tous les mois. L'avantage, comparé à le payer cash, c'est qu'une partie de cet investissement que vous allez faire tous les mois, au lieu de l'avoir mis cash, il y a une partie qui passe dans les charges. Alors, en comptabilité, vous passez jusqu'à, pour les petites fournitures et choses comme ça, vous avez 500 € par mois que vous pouvez passer dans les charges. L'avantage des charges comptablement, c'est qu'à la fin de l'année, ça va venir réduire votre résultat. Plus votre société a de charges, moins elle fait de résultats à la fin de l'année. Donc si vous avez une société qui fonctionne bien, et c'est ce que je vous souhaite, à la fin de l'année, vous avez un résultat positif sur lequel vous allez payer de l'IS, de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est le coup de fusil de la fin d'année. Et donc, si vous avez acheté un Sprinter cash, et ben à la fin de l'année, vous avez votre résultat et c'est terminé. Parce qu'en fait, quand vous avez sorti l'argent cash de votre société, vous
vous avez sorti de la trésorerie, vous allez amortir une petite partie, mais il n'y a rien qui passe en charge. En fait, vous vous êtes juste séparé d'un peu de votre trésorerie pour avoir un camion. La différence du financement, c'est que vous allez vous séparer d'une beaucoup plus petite partie de votre trésorerie, parce qu'au lieu de payer 60 000 € le camion, bah, vous allez payer 600 € par mois. Sauf que ces 600 € par mois, il y a une majeure partie qui va passer en charge. Et le gros avantage, c'est la première traite. C'est le premier mois de paiement. En fait, il y a la possibilité de mettre un apport. Et si vous avez la trésorerie disponible, vous pouvez mettre, souvent c'est en 25-30% maximum d'apport. Si vous avez cette disponibilité, si vous achetez un camion à 100 000 € et que vous pouvez mettre jusqu'à 30 000 € d'apport, et ben l'intégralité, en fonction du CO2 évidemment, tout ça, ça diffère, vous allez pouvoir le passer dans les charges. Donc ça va faire 30 000 € qui sera déduit de votre résultat à la fin de l'année, sur lequel vous ne paierez pas les 25% d'impôts. Et merci, parce qu'en 2023, on ne payera que 25% d'impôts au lieu de 26%. La bonté du président le perdra, j'en ai bien peur. En tout cas, la différence avec une LOA, c'est très pratique aussi. Il y a plusieurs choses en fait qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de paramètres, c'est quand même vachement compliqué. La LOA, ça va être considéré comme un premier loyer, et ça c'est vraiment différent. C'est pas considéré comme un apport, c'est considéré vraiment comme un premier loyer, parce que l'apport, il passera pas dans les charges sur un financement. Alors que sur une LOA, donc une location avec option d'achat, vous avez la possibilité de mettre un premier loyer. Et l'avantage, c'est quand il est considéré en premier loyer avec une LOA, et bah ça va passer automatiquement dans les charges de votre société. Il faut bien faire attention. Plus la voiture va dégager de CO2, plus c'est une voiture qui consomme, plus c'est un gros moteur en gros, moins vous pourrez passer d'argent de la voiture dans les charges de votre société. Si vous prenez une Ferrari, ça va être compliqué, vous allez pouvoir passer, si la Ferrari elle vaut 200 000 et que tu peux passer dans les charges de ton entreprise 3 000 €, c'est relou. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui passent sur de l'hybride ou des véhicules électriques, tout simplement parce qu'il y a... Alors maintenant non, parce que j'allais dire, tu payes pas la carte grise et t'as pas de taxe sur les véhicules de société, et c'est... Ils ont mis maintenant une taxe sur les véhicules de société, donc c'est bien moins élevé qu'une voiture thermique, mais c'est quand même des salauds. Et ils ont même mis dans notre région à nous, à Angers, une carte grise à payer. Donc vous vous rendez compte, on est quand même pris un petit peu pour des gens bombeurs, j'ai bien l'impression. L'avantage des sociétés qui utilisent des véhicules hybrides, l'avantage que ce sont des voitures entre guillemets qui polluent moins, donc il y a un rejet de CO2 qui est très faible, ce qui fait que vous pouvez passer pratiquement l'intégralité de ce que vous allez dépenser dans les loyers de la voiture, vous allez passer pratiquement l'intégralité en charge. Et donc ça c'est quand même super intéressant. Parce que si vous achetez une voiture hybride, bah vous avez plus d'intérêt à avoir une hybride pour une entreprise, parce que bah vous allez passer beaucoup plus de charges dans le premier rapport et dans tous les loyers que vous allez payer tous les mois. Et à la fin de l'année, sur le résultat de votre entreprise, bah ça le baisse. Ce qui fait que sur le bénéfice de l'entreprise, moins toutes les charges de la voiture que vous avez incombées. Si vous avez passé 50 000 € à l'année sur une voiture et que vous avez 200 000 € de résultat, bah vous paierez de l'impôt plus que sur 150 000 € de résultat. Donc c'est quand même intéressant. Mais attention à pas se faire avec toutes ces histoires de véhicules de société, véhicules de tourisme. Donc il y a vraiment des choses à faire. Par exemple, pour pallier à ces problèmes de carte grise et à ces problèmes de TVS, moi j'ai monté une structure à côté pour pallier à ces problèmes de TVS et à ces problèmes de carte grise. J'ai monté un garage. Alors au départ, c'était pour alimenter mes entreprises principales et avoir tous mes véhicules dessus, pour éviter de payer les cartes grises et pour éviter de payer les taxes. Et puis ensuite, bah, c'est parti un peu en j'ai 3 personnes sur cette société-là et on a une vraie activité garage avec de l'entretien, de la réparation de véhicules, de l'achat et de la vente. C'était simplement pour encadrer la globalité de mes véhicules et ne plus payer ces taxes-là. Évidemment, le boulanger, il va pas s'amémuser à monter un garage et avoir 3 salariés et un pont, machin, lui, il s'en tape. Ce qu'il veut, c'est faire le bon choix. Donc c'est pour ça ce que je vous conseille. Quand vous êtes professionnel, très important, déjà si vous avez besoin d'utilitaire ou pas, parce que tu as aussi des professionnels qui ont besoin, par exemple, cette voiture-là qui est toute neuve, c'est une voiture hybride, donc très intéressante niveau carte grise et niveau TVS. Et en plus de ça, il y a une grosse partie des loyers qu'on peut passer en charge sur ma société. La différence, c'est qu'en général, les voitures hybrides sont un peu plus chères. Donc bon, des fois, il faut bien faire les bons calculs. On a d'autres voitures, c'est pour ça que je vous disais que je le fais dans mon entreprise. Il y a des voitures que j'ai achetées en financement classique pour mon entreprise. Il y a des voitures que j'ai payées cash, la plupart d'ailleurs, parce que bah, ça rentre pas dans le cadre. Tu vois, une grosse voiture, tu vaut mieux la payer cash. Après, c'est encore d'autres paramètres. Mais en tout cas, les véhicules que je mets à disposition de mes salariés, et je le fais sur plusieurs personnes qui travaillent avec moi au château. J'ai des voitures qui sont pas hybrides, j'ai des voitures hybrides, et j'ai souvent de la LOA. Donc c'est pour ça que je le fais. Pour revenir à ce que je disais juste avant, quand vous avez une société, vous avez besoin de véhicules qui n'est pas utilitaire, bah faites bien attention parce que, comme je vous disais, ça peut être une entreprise où vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous êtes commercial, etc. C'est votre boîte, vous avez besoin de donner à des commerciaux des voitures, des 308, des BM, peu importe ce que vous leur donnez. Mais en tout cas, ces véhicules-là, faites bien attention, faites le bon choix. Bon, bah l'avantage de l'hybride, c'est que bah ouais, vous êtes exonéré quand même presque de TVS, c'est beaucoup moins cher sur les taxes et tout ça. Maintenant, le crédit, enfin les loyers sont plus chers parce que la voiture de base est plus chère, mais c'est quand même intéressant. Faites attention à essayer de verser le plus gros loyer possible au départ, comme ça vous pouvez le passer sur le premier exercice de l'entreprise. Donc ça veut dire que la première année vous allez acheter la voiture, vous allez passer beaucoup de charges et donc ce qui va vraiment taper dans le résultat. L'année d'après, évidemment, ce sera
plus le premier loyer, mais ça sera tous les loyers classiques qui seront moins élevés. Mais réunis au bout d'une année, ça fait quand même 12 fois les mensualités. Et ça passe encore une fois dans les charges de l'entreprise. Donc pour une entreprise qui a un résultat positif et qui a envie de baisser son impôt, il est très intéressant d'avoir des voitures plutôt hybrides et plutôt en LOA, plutôt que de les acheter cash et de descendre tout simplement la trésorerie de votre entreprise. Pour quelqu'un qui fait de l'utilitaire, c'est un petit peu la même chose. Le gros avantage, c'est que vous allez moins vous embêter avec les problèmes de CO2 et les problèmes de véhicules de tourisme, parce que des véhicules de société, il y a tout de suite pas de taxes. Par contre, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de trouver par exemple quelqu'un qui a besoin d'un Sprinter en hybride, ça n'existe pas. C'est peut-être intéressant, vu le merdier qui est en train de se passer avec l'électrique, c'est peut-être intéressant d'aller vers de la location sur du véhicule d'occasion récent, parce que là, tu vas pouvoir bénéficier du service location avec option d'achat, mais qui est sur un véhicule qui sera pas neuf. Mais un véhicule très récent qui a moins de 5 ans, il y a plein de conditions qui font que tu peux aujourd'hui acheter du véhicule d'occasion peu kilométré et sur lequel tu vas pouvoir avoir toutes ces réductions financières, et moi je le fais aussi. Par exemple, j'ai une des voitures que j'ai que je mets à disposition de mes salariés. Il y en a une qui a une voiture qui était une véhicule de direction qui avait 5000 km, et du coup la voiture tu la payes beaucoup moins cher parce qu'il y a déjà une décote au départ. Très important de bien faire le bon choix, de faire les bons calculs. De toute façon, ce que vous pouvez vous dire, c'est que dès le départ, si vous voulez une voiture puissante, c'est mort, parce que le CO2, plus il est élevé, plus il va faire chuter ce que vous pouvez passer dans les charges de votre entreprise. Je sais que c'est peut-être un petit peu compliqué pour certains, je suis pas sûr d'avoir été aussi bon pédagogue que d'habitude, mais j'espère en tout cas que vous avez compris le délire, l'environnement autour du financement. Pour faire la synthèse de cette petite vidéo, pour un particulier, je trouve que c'est très intéressant de faire un financement classique quand t'as pas les moyens ou quand t'as pas la disponibilité en argent de t'offrir la voiture qui te fait plaisir. Après, chacun ses priorités. Pour moi, c'est mieux d'avoir une maison avant, mais comme je vous le disais, moi j'avais une M3 qui valait pratiquement 20 000 balles devant une caravane avec ma mère, donc je suis pas le meilleur exemple. Pour les particuliers, je trouve que c'est une bonne chose et que ça peut rendre service à beaucoup de gens. Et pour la LOA, en tant que particulier, je trouve que c'est une erreur. Et toi, Naralo, tu t'es pas rendu compte? Il y a le tracteur qui est passé avec une remorque qui fait 4 mètres de haut toute la journée à ça de ton 4x4. Et mec, si t'avais vu ça, je crois que tu l'aurais enlevé dès ce matin. L'autre, il se la pète, il arrive, paf, il sort même pas sa main. J'adore les jantes. Et donc pour les professionnels, très important de vous renseigner si c'est un véhicule de tourisme. C'est hybride. Voilà. T'entends tous les cylindres blocs, les pneus, les freins. Par contre, il n'y a pas de TVS et il n'y a pas de carte grise. Voilà. Mais ça fait pas de bruit, hein. C'est sûr qu'un beau V10 là, j'ai vu une vidéo qu'avait partagé Esteban Ocon là, d'une Formule 1 de 2003 là. Oh, la voiture elle passe, moi. Et j'adore les mèmes qu'ils font sur Instagram avec un petit singe qui a des écouteurs. Et il est là comme ça. Et il écoute, tu sais. C'est le petit singe qui écoute le genre en mode, tu sais, c'est une jouissance auditive, tiens. Lucas avec son gros 4x4 de riche. J'adore parce que plus le temps passe, plus tous les gens qui bossent avec moi, ils partent avec des gamos, frère. Gros X5. Hugo avec son A35, sa petite A45 avec tout le pack aéro de la mort. Hugo Angela, les BM toutes neuves, je suis trop content. En même temps, on fait tout pour pas payer les gens avec des lance-pierres. Envoyer des SMIC dans la tête des gens et leur demander de bosser, c'est quand même un petit peu mal vu. Je suis content parce qu'on a une équipe de malades avec les gens qui bossent avec moi, et on a que des gens sympas, motivés, cool, bonne ambiance, donc c'est trop cool. Je suis très heureux, je m'estime très heureux de l'équipe que j'ai. J'essaye d'en prendre soin au maximum, mais je suis trop content de voir qu'ils se font plaisir avec des caisses à 50 000 balles. Et c'est jeter un X5, je rage à mort, j'aimerais trop avoir ça en daily. Le gros X5 de bâtard, il est tout récent en plus, le bâtard. J'ai trop envie de m'en acheter un depuis qu'il a ça. Donc pour les entreprises, très important, la LOA très intéressant. Renseignez-vous bien avant. N'ayez pas que les conseils d'un vendeur qui fait claquer ses souliers vernis et qui essaye de vous coller le plus de valeur de rachat à la fin, ou qui vous la met pas sans vous le dire. Renseignez-vous bien, faites bien attention quand c'est des véhicules de société. Moi, mon conseil, c'est de passer le plus gros premier loyer, comme ça au premier exercice comptable, ça va faire chuter le bénéfice de votre entreprise et du coup payer beaucoup moins d'impôts. C'est le petit conseil que je pourrais vous donner pour la LOA sur votre entreprise. Mais faites-vous aider. N'hésitez pas également à demander à des gens qui sont professionnels, à demander à des cabinets comptables pour tous ces conseils. Là. Je vais bientôt vous parler d'une entreprise dont je vous ai jamais encore parlé sur cette chaîne YouTube. C'est une boîte qui va pouvoir vous aider sur plein de choses. Ça fait longtemps maintenant qu'on l'a mis en place, qu'elle tourne déjà. Je suis très content de ce qu'on fait. Je suis pressé de vous la faire découvrir. Et il y en a une deuxième aussi, qui a déjà des salariés, qui est déjà ouverte, qui a pignon sur rue. J'ai deux beaux trucs à vous annoncer et à vous montrer sur cette chaîne YouTube, et j'ai envie de vous en parler en détail. Vous avez été très réceptifs sur les vidéos où je vous ai parlé d'entrepreneuriat, où je vous ai dit est-ce que vous voulez être un peu dans les backstage d'un concours La Boiserie. C'est très prenant. Je pense que je ferai une vidéo off où je vous expliquerai tout avec toute transparence pour vous montrer le merdier que c'est. Sur le délire des LOA, j'espère avoir pu répondre au mieux. En tout cas, faites-vous aider de comptables qui connaissent le métier et qui vont vous aider sur quel taux de CO2 à pas dépasser. Puis après, c'est vous qui allez arriver chez le concessionnaire. Et vous arrivez en disant, bah voilà, moi j'ai 600 € maximum à mettre par mois. Mon comptable, il m'a dit de pas dépasser les 80 grammes de CO2. Je veux un moteur essence hybride, enfin voilà, ou je veux un Sprinter. C'est vous qui allez définir les paramètres. Le meilleur conseil, c'est faites-vous suivre par des bons comptables. Mais il faut se faire aider. Et c'est ça qui vous donnera tous les critères pour pouvoir passer à l'achat. Moi, je m'étais dit au début, jamais j'achèterais par exemple un GLA
ou une série 1 toute neuve chez BMW, mais c'est une voiture qui vaut 53 000 €. J'aurais jamais sorti 53 000 € de ma trésorerie pour acheter un véhicule paquem avec les grosses jantes, machin tout. Moi, j'aurais jamais pensé que pour 400 balles par mois, tu pouvais avoir une super voiture. Très intéressant sur les entreprises. Maintenant, pour les particuliers, c'est une question de priorité. J'espère que cette petite vidéo vous a fait kiffer, les amis. On va tourner cette semaine la vidéo avec les gagnants des concours de montage. J'avais fait la vidéo avec la M2 la dernière fois, si vous avez suivi les derniers petits épisodes. Donc on va tourner la vidéo finale cette semaine. Je suis trop pressé de les voir et de passer une journée où on va vraiment bosser sur des images de malades. Les photographes, j'en ai parlé, je pensais pas avoir autant de retours que ça. Moi, je veux vraiment faire un truc avec des photographes, avec des mecs passionnés, etc. Évidemment, on va pas le faire avec 100 personnes. Et le problème, c'est que les gens viennent jamais seuls. On peut pas faire venir 100 personnes ou 200 personnes, c'est impossible. Donc on va vraiment prendre un petit groupe. On va avoir le temps de profiter, on va avoir le temps de sortir des belles voitures, faire des belles images et faire le challenge photographe qui va être assez compliqué. Alors qu'au départ, moi, les photographes, c'est la guerre, c'est comme avec les chasseurs. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un me prenait en photo et que je repostais, tout le monde me faisait des caca nerveux en disant « Ouais, t'as pas identifié le photographe ». Mais le photographe, il m'a pris moi en photo. Il m'a pas demandé mon avis si j'avais le droit d'être pris en photo. Par contre, lui, quand il met la boiserie en gros sur Facebook en mettant des photos de moi en drift avec ma caisse, moi, faut que je ferme ma gueule. Par contre, moi, je mets la photo de moi, que j'ai pas autorisé à ce qu'on me prenne en photo, sur Instagram. Et là, je me fais insulter parce que j'ai pas mentionné le photographe. Donc à la base, c'est la guerre. Il y a des gens vraiment qui sont sympas et qui pensent comme moi. Donc je suis pas le dernier des cons, ou alors on est plusieurs à être cons. Et c'est très possible aussi. Et j'ai envie de mettre en lumière des gens qui font un travail fantastique. Je rencontre pas mal de car spotters, il y en a sur Angers. Quand je vais sur Angers, des fois, il y a un gars avec son vélo, il se pose, il court, il sort un objectif, il fait des photos de malade. Tout ça, ça arrive, les amis. N'oubliez pas de vous abonner à cette petite chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur l'achat d'un véhicule avec une option de financement. Je vous embrasse et je vous dis bon investissement et faites attention à la TVS.